au porte-parole de Génération Conseillère Régionale Île-de-France et Pierre Rouvet, secrétaire général du Parti Socialiste. Voilà. Donc, dans le contexte que nous connaissons, un peu plus d'un an après la construction de la NUPES, avec la réforme des retraites, où le mépris social a été présent, vécu par les salariés, un contexte aussi d'urgence climatique, d'urgence écologique que l'on vit tous les jours, et qui a des répercussions aussi sur la vie quotidienne de toutes et tous, sur le logement, on ne peut pas parler à la facilité, mais les répercussions sur la vie quotidienne, et puis aussi une urgence démocratique et une atteinte à certaines libertés. C'est en voyant la fiche là, à la dissolution annoncée des retraités, des soulèvements de la classe par exemple, aux manifestations empêchées parfois, etc. Ce sont des exemples, bien sûr, et ce n'est pas exhaustif du tout. Face à tous ces enjeux et ce fond de la montée de l'extrême droite, on en parlait au débat de ce matin déjà, face à tous ces enjeux et dans le contexte, quelle réponse commune pouvons-nous apporter, construire, pouvons-nous apporter, pensons-nous qu'il fallait apporter une réponse commune à tous les échelons ou pas? Voilà un peu la question posée et la question à débattre. Je commence par Cyrielle Chalmin et j'en profite pour excuser son départ anticipé et proche puisqu'elle a un impératif horaire. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse de devoir effectivement partir un peu plus tôt pour aller à l'Agora, mais c'était important pour moi de répondre à cette invitation et à ce débat. La première chose pour dire de parler du commun, parce que c'est l'introduction qu'a fait Olivier Faure, c'est cette question de l'unité. Je veux dire, c'est que moi hier, j'étais dans ma circonscription en Isère à Saint-Martin-d'Air, dans laquelle j'avais une réunion de rentrée, une réunion publique de rentrée, j'ai convié l'ensemble des représentants des partis politiques de la NUPES à venir, des représentants des partis politiques. La bonne nouvelle déjà, c'est qu'ils étaient plus. La deuxième nouvelle, c'est qu'il y avait du monde et qu'effectivement, cette envie de faire ensemble, que ce soit des personnes qui intervenaient, que ce soit des personnes qui étaient dans la salle, elle était extrêmement présente. Et ça, je pense que c'est un enseignement qu'on a quand même tous tiré, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, la NUPES est devenue un fait politique. Parce qu'en fait, des personnes qui ne s'étaient pas parlé, les communistes ne sont pas d'un coup les écologistes devenus pro-listes uniques européennes et les insoumis ne sont pas bien évidemment, mais quelque part c'est pareil. Donc ça, c'est des questions de stratégie. Et effectivement, la question pour moi est est-ce qu'une fois que la campagne européenne s'est passée, qu'est-ce qu'on fera en Europe, qu'est-ce qu'on continue à faire à l'Assemblée et comment on prépare 2027? C'est ça la question. La question, c'est est-ce qu'on a des combats communs? Et je pense que c'est une des idées du programme des jeunes NUPES, c'est de dire il y a des sujets de fond. La question, c'est est-ce qu'on arrive ensemble à les faire progresser dans les instances dans lesquelles on est. La question pour nous, et peut-être qu'on aura le débat, nous, pour les faire progresser au mieux aux européennes, c'est d'avoir le maximum d'élus de gauche et écologistes. Alors, non? Oui? Oui, c'est bon? Je ne sais pas si vous m'entendez. 1, 2. Est-ce que celui-ci, ça fonctionne? Je ne sais pas si vous avez entendu ou non. Globalement, ce que je vais peut-être pour... Il y a un mot dans ce qu'a dit Olivier Faure qui m'a interpellé, comme ça je l'ai entendu, c'est la question du vital. Est-ce que finalement, en disant l'union c'est pas une question vitale, si l'union c'est une question vitale. Et je prends un exemple forcément qui est le mien, qui est la question écologique. Vous savez, Total, vous m'entendez, Total a annoncé un nouveau projet au Suriname
Ils vont lancer les études d'un nouveau projet, 9 milliards d'euros d'investissement, 200 000 barils pétroliers par jour. Ce sont les dernières annonces de Total. C'est une bombe climatique. Ça nous tue. Et en fait, aujourd'hui, continuer à avoir un gouvernement qui emmène Total dans ses valises de balades diplomatiques, qui continue en fait à le subventionner en passant des projets comme le terminal méthanier, en accélérant, en contournant les règles de l'environnement, en continuant à promouvoir la politique de Total. En fait, il nous tue à petit feu. Et donc en fait, cette question-là du changement de politique, et de politique bien sûr européenne, mais au niveau national, parce que moi je suis parlementaire, elle est indispensable et elle est vitale. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Assemblée, bien sûr qu'on travaille ensemble. Bien sûr que ce travail-là, il est important. Lundi, on sera tous ensemble à Ivry pour faire notre séminaire de rentrée commune, sur lequel on va débattre de la stratégie qu'on va partager ensemble. Une stratégie sur 3 sujets. Je vais reprendre la rentrée un peu parlementaire telle qu'elle est. Le premier, on va avoir France Travail. Dire qu'après les retraites et avoir pris 2 ans de plus, là, la manière dont le gouvernement décide de revenir sur le travail, c'est pas la question de la pénibilité, c'est pas la question des burn-out, c'est la question de comment est-ce qu'on va pouvoir contraindre les chômeurs à travailler plus. Voilà. C'est ça en fait. Et c'est vraiment une vision des choses, une vision de la vie, une vision du travail sur lequel on n'a aucun point commun avec le gouvernement, mais sur lequel on a des nouveaux points communs entre nous. C'est-à-dire que la question, effectivement, et même si vous avez vu qu'entre communistes et entre écologistes, il peut y avoir des débats souvent. Mais pour nous, les deux sont compatibles. Oui, on défend la diminution du temps de travail. Il me semble que ça fait partie quand même des conflits sociaux pour lesquels la gauche, dans son ensemble, s'est longtemps battue et a réussi à gagner quand même de très beaux combats. Oui, on se bat pour la diminution du temps de travail, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas que le travail, quand il est choisi, quand c'est des gens qui sont formés, qui font un boulot dans lequel ils ont des bonnes conditions, dans un boulot qui font du sens pour eux, dans un boulot dans lequel ils ont une paye qui correspond à l'énergie qu'ils y mettent, ça ne peut pas être, c'est quelque chose bien sûr de positif, quand on garantit ces conditions-là. Mais donc pour nous, c'est pas incompatible de dire bien sûr qu'on réduit, parce que la vie ne se résume pas à travailler pour la gagner, et on continue le combat pour avoir des meilleures conditions de travail, et pour ne pas réduire la question finalement, comme le gouvernement devrait le faire, ils passent leur temps à parler de la défense de la valeur travail, mais finalement, c'est pas de la valeur travail qu'ils veulent, c'est du contrôle social. Obliger les gens à avoir un RSA contre le travail, ça fait du contrôle social. Sur ce sujet-là, nous aurons des propositions communes extrêmement fortes. Le deuxième sujet, c'est le budget. Le budget, c'est forcément le combat plein sur la vision, commune, enfin, c'est le débat sur qu'est-ce qu'on veut faire et une confrontation de deux visions de société. La première, je l'ai dit, bien évidemment, et je pense qu'on ne trouvera pas un seul membre de la NUPES pour être contre, de dire qu'il faut arrêter ces budgets qui sursubventionnent les énergies fossiles, qui font des niches néfastes à l'environnement. Il faut arrêter l'ensemble des niches brunes. Ce n'est plus possible. La première chose. Donc ça, et bien sûr qu'en contrepartie, cet argent qu'on a mis pour des choses qui vont à l'encontre de l'environnement, on le met sur ce qui peut être positif. Parce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, le gouvernement qui fait appel à des petits gestes sur petits gestes, fait dire aux gens comment ça, vous n'avez pas assez baissé le degré chez vous, comment ça, vous ne faites pas assez d'efforts, alors que les gens, ils en font des efforts. On doit leur dire, mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu mets en place toi aujourd'hui pour que les gens puissent changer de comportement comme ils le souhaitent? Et donc on leur dit combien tu mets sur la rénovation thermique des bâtiments, combien tu mets sur la question des transports en commun, que ce soit à la fois le développement des transports collectifs, que ce soit l'accompagnement des collectivités pour faire tout ce qui va être mobilité, enfin le vélo, quoi, la mobilité active, la marche, etc. Combien tu mets concrètement pour aider à cette bifurcation? La deuxième chose, c'est les services publics. On a un effondrement colossal des services publics. Et moi, quand je dis service public, c'est service d'intérêt au public. Alors, c'est bien sûr toute la fonction publique, c'est aussi toutes les associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de tisser un tissu associatif parce qu'ils ne veulent plus des associations. En fait, ils veulent des gens avec qui ils peuvent contractualiser. Voilà, c'est tout. Donc, ils sont en train de détricoter les associations. Et de deux, on a une fragilisation de nos services publics qui est colossale. Bien sûr, la santé, on en a parlé, l'éducation. On a vu la rentrée, c'est-à-dire que même derrière les abayas, la polémique derrière, c'était difficile de cacher la question du manque de profs, du fait que les gens ne veulent pas signer leur pacte de confiance. Donc aujourd'hui, on a une question sur les moyens qu'on donne aujourd'hui à l'école publique pour répondre à sa mission émancipatrice. Donc la question, elle va être, nous allons défendre de redonner des moyens aux services publics. Et pour redonner des moyens aux services publics, c'est-à-dire aussi redonner des moyens aux collectivités locales.
C'est aussi parce qu'il y a deux manières de baisser les moyens aux collectivités locales. Il y a réduire l'argent qu'on leur donne, ou il y a leur donner plus de choses à faire. Et on parlait de la question, par exemple, de l'hébergement d'urgence. On sait qu'on a de très nombreux élus qui, aujourd'hui, font face chez eux à des personnes qui dorment dans la rue, à une augmentation du nombre de campements, et à un État qui, en fait, n'est pas présent. Et il se défausse absolument sur les collectivités locales. Donc aujourd'hui, c'est de redire non, il faut redonner des moyens, et il faut que l'État assume sa pleine responsabilité. Et le dernier sujet, c'est la question de la justice fiscale. Je pense que d'autres en parleront, mais c'est de dire à un moment, on est sur une accumulation et des patrimoines et des revenus qui est en train d'exploser. Et donc il faut remettre de la justice fiscale. Ils sont très fiers d'avoir diminué la fiscalité sur les entreprises. Le gouvernement est très fier d'avoir diminué la fiscalité qui repose sur les revenus les plus élevés. Mais nous, on leur dit qu'il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier quand toute une partie de la population, aujourd'hui, n'arrive plus à se nourrir correctement et qu'on a les restos du cœur qui appellent à l'aide. On leur dit qu'il n'y a pas de quoi être fier quand aujourd'hui, qu'on voit le niveau de précarité et de pauvreté dans lequel se retrouve la majorité des étudiants, que ce soit en termes de précarité énergétique, de précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont fiers d'avoir mis en place, d'avoir aggravé un système où on redistribue moins. C'est-à-dire où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, ils s'en sont très heureux. Effectivement, nous aurons ce débat-là. La question n'est pas la hausse d'impôts, parce qu'en fait, c'est comme si l'impôt était mal en soi. La question, c'est qui paye et qui contribue à hauteur de ses moyens à notre budget commun et à notre budget collectif. Et ça, bien sûr, c'est des propositions qu'on aura ensemble, notamment avec la question du retour de l'ISF, avec un ISF climatique, parce qu'on sait aussi que les Français les plus riches sont ceux qui émettent le plus. Donc bien sûr qu'il faut redistribuer des richesses, et il faut aussi leur dire qu'ils doivent plus contribuer à la politique de transition énergétique que les autres, parce qu'en fait, ils polluent plus que les autres. Dernier sujet sur lequel je voudrais finir, c'est la question de l'immigration. Parce qu'on sait, c'est un serpent de mer. Voilà, le texte va revenir. Pendant des mois, on aura eu un feuilleton, on aura commencé par un débat, par un texte qui est arrêté, puis une première ministre qui dit qu'elle n'aura pas lieu, puis un président qui dit que si, finalement, il y aura, puis après, il va y avoir deux textes, et puis après... Voilà, aujourd'hui, on sait, il y aura un texte. Le texte qui revient, c'est un texte qui a été amendé par le Sénat. Ça dit tout du choix politique qui est en train d'être fait par Gérald Darmanin. Ce texte amendé par le Sénat, non seulement il est d'une violence extrêmement forte contre les personnes qui viennent chercher asile chez nous, qui viennent chercher en fait, à construire leur vie. Normalement, il est déjà extrêmement violent. Mais en plus, il remet extrêmement fortement la question du délit de solidarité. Typiquement, il y a un amendement qui dit qu'on peut aller on peut aller fouiller dans les voitures si on peut soupçonner qu'elle ait servi à transporter une personne sans papier. Non mais c'est ça en fait aujourd'hui la vision de la droite. C'est on est fort, on monte les muscles et on est dur avec ceux qui aujourd'hui sont sans doute les plus faibles et les plus fragilisés dans notre société et qui sont sans papier. Et par contre, on criminalise les personnes qui sont dans la solidarité. C'est ça ce texte-là. Et ça, il faut être extrêmement... Et donc je vais finir en 2 minutes pour vous dire ce message-là. Ce message-là, il est qu'on veut nous faire croire qu'on a perdu. On veut nous faire croire qu'on a perdu, on nous dit que la gauche, elle est angélique, on nous dit que ce sujet-là, c'est plus la peine de le mener. Et bien moi, je sais qu'on va le mener. On va le mener parce qu'il est hors de question que ce débat sur ce texte, ça soit un débat entre Ciotti et Marine Le Pen. Ça, c'est hors de question. Et la raison pour laquelle, c'est qu'en fait, on est bien plus nombreux que ce qu'on pense. Oui, effectivement, il y a 45% des Français qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est énorme, c'est beaucoup trop. En 95, ils étaient plus de 70%. La vérité, c'est qu'en vrai, les politiques sont plus racistes que les personnes en France. Et donc oui, nous allons faire porter la parole humaniste, la parole de l'accueil, et je serai extrêmement fière qu'on le fasse ensemble et en union. Merci Cyrielle, donc je vais libérer. Pouvoir aller là où on t'attend aussi. Je vais passer la parole à Alexis. Alexis Cyrielle a parlé des sujets importants pour elle pour construire cette réponse commune aux enjeux que vous avez identifiés. Quels sont pour toi le socle, quel est pour toi le socle de cette réponse commune? Comment la construire? Merci. Alors, pour déjà remercier
remercier les organisateurs, le débat qui a lieu, les réponses communes, et chacun comprendra les enjeux qu'à travers ce débat sur réponses communes, c'est en particulier sur ce stand. Mais c'est l'idée que beaucoup des choses que nous avons à faire doivent répondre à le souci stratégique d'être unis, de faire du commun. Et je dois le dire, pour ma part, j'ai pas toujours défendu cette opinion. J'ai considéré, et Pierre après prendra la parole, que, en particulier après les 5 ans du bilan de François Hollande, il y avait intérêt à ce que nous soyons dans un moment très programmatique, principiel. Parce qu'un doute s'était installé dans la tête de millions de gens, et nous avions à faire vivre, me semble-t-il, toute une série d'idées, de vieilles idées, et de les porter à l'oreille et à la conscience de millions de gens. Et ça avait amené à ce que je n'étais pas favorable à des solutions marquées par l'unité. Et ça valait que régulièrement Gérard Filoche me tire les oreilles, me fasse des reproches, voire même me cloue sur la porte de je ne sais trop quel temple qu'il fréquente. Peut-être avait-il raison, peut-être avait-il tort. Mais sur quoi je veux insister, c'est que je pense, et je ne voudrais pas sous-estimer, depuis la dernière élection présidentielle, le tournant de la NUPES, qui marque selon moi un tournant stratégique qu'il ne s'agit pas de sous-estimer. Moi, je l'ai vécu très positivement et j'ai appuyé dans tous les cadres qui m'avaient été proposés internes pour savoir si j'étais favorable ou pas, car je pense que lorsqu'on a une élection présidentielle pour la 2e fois consécutive, une candidate d'extrême droite se retrouve au second tour, et que pour la 2e fois consécutive, il n'y a pas de candidat de gauche, un tournant stratégique doit être opéré. Surtout que la dite candidate d'extrême droite progresse. De telle manière, je reprends une chose que j'ai déjà dit ce matin, que sa marge de progression entre 2017 et 2022, si elle reproduit la même marge de progression entre 2022 et 2027, elle l'emportera la prochaine fois. Donc nous sommes dans un moment politique surplombé par des questions graves, où les vieilles habitudes, tout de même, les vieilles stratégies doivent être questionnées. Donc la NUPES n'est certes dans un rapport de force électorale. On me dit parfois des journalistes, oui, mais certains l'ont accepté pour des raisons électoralistes. Dont acte. Ça a toujours été comme ça, quasiment. Mais c'est une bonne chose d'être électoraliste, au sens noble du mot. Ce qui serait stupide, c'est de ne pas être électoraliste et dire j'en ai rien à fiche de ce que je fais, quelle que soit la traduction électorale. L'histoire avec un H majuscule me donnera raison, et dans 200 ans, peut-être un historien dira non, ça, c'est absurde. Donc, pas de méséducation entre nous. Nous sommes volontairement à la recherche de victoires électorales parce que nous pensons que ces victoires électorales auront des traductions sociales concrètes pour des millions de gens. Et ceux qui jouent la défaite et qui n'en ont rien à fiche du résultat électoral, de mon point de vue, se trompent. Le résultat obtenu aux élections législatives n'était pas totalement satisfaisant, mais il a quand même marqué une progression significative où, de mémoire, on est passé, tout additionné, les forces politiques de gauche à l'Assemblée, de 70 à 80 députés, à près de 150 aujourd'hui. Mais il y a une marge de progression. C'est l'objet de notre discussion, la même que ce qu'on avait ce matin, mais c'est une discussion qui doit nous porter et nous obséder jusqu'en 2027. Nous devons garder la force que nous avons constituée. Ce que nous faisons à la rentrée doit être un signal clair. Il me semble que cette force se retrouve d'abord sur des préoccupations d'ordre social. Inflation, 11% dans certains secteurs, en particulier si on prend la rentrée scolaire sur des produits de première nécessité. Les salaires qui ne suivent pas cette inflation. Nous devons être le mouvement qui porte la question du blocage des prix, la question d'augmentation de salaires significatifs dans le public et dans le privé. Ça va être un signal fort, clair, compréhensible, avec des mots compréhensibles, des mots d'ordre clairs, des appels à mobilisation clairs aussi, qui comprennent l'articulation subtile qui existe dans ce pays entre le politique et le syndical sur ces questions-là. Nous ne sommes pas dans l'attente inactive que les directions syndicales prennent des initiatives, mais nous sommes quand même sensibles, lorsque des initiatives syndicales sont prises, à ce que le politique donne de l'ampleur aussi à ces initiatives syndicales. Donc c'est ça que nous portons en cette rentrée. Après, Cyrielle a dit beaucoup de choses que je partage. Moi, je vais insister sur un autre aspect. Il me semble que le mépris social
qui fait le titre de notre débat, trouve sa racine, il naît du verbe naître, dans le mépris démocratique. Ce qui rend possible qu'un président de la République puisse imposer un texte de réforme des retraites que tout un pays ne veut pas, 93% des actifs, 70% de la population, n'est dû qu'à une chose, il a l'outil institutionnel pour pouvoir l'imposer. Et ça, des millions de gens l'ont compris à l'occasion de cette mobilisation sur les retraites, à tel point, alors vous savez, on essaie toujours des formules pour se satisfaire, mais que je pense que si Macron a remporté une victoire à caractère un peu social, il a subi une défaite. Parce qu'il a été obligé, une défaite d'ordre démocratique, ou du moins il a été obligé de mettre à nu les aspects les plus autoritaires de nos institutions. Tout le monde a appris 49.3, 40, etc. Sur les marchés, moi de Saint-Denis, les gens... Et le 49.3 d'ailleurs a été un élément de rebond de la mobilisation qu'on a vu, parce que toute une série de gens ont dit, non seulement ce qu'il fait, c'est inacceptable, mais en plus, cette brutalisation n'est pas acceptable. Donc, à une grande échelle, des millions de gens ont compris que le problème n'est pas seulement des politiques antisociales, anti-écologiques, mais c'est aussi qu'elles sont portées dans un cadre qui est un verrou profondément antidémocratique, qui est la Ve République. Et moi, je trouve qu'il y a des petites idées qui commencent à germer dans le pays. Je ne les mets même pas sur le même plan que la question sociale, ça va de soi. Quand spontanément, les gens ne vous disent pas, ils vous parlent de leurs difficultés de logement, difficultés de boulot. Mais ils prennent conscience de plus en plus que si nous étions en responsabilité, ou du moins qu'il faut quelque chose dans lequel le citoyen a des droits nouveaux, des possibilités d'intervention, des possibilités de convoquer des référendums, des possibilités de contrôler les élus, des possibilités, pourquoi pas, de le révoquer. Donc je pense que dans cette rentrée, nous devons faire avancer cette conversation. Que si nous avons une possibilité de victoire la prochaine fois, ça n'est pas seulement en disant « Bonne nouvelle, messieurs, dames et braves gens, nous avons trouvé un champion, regardez-le, admirez-le, hein, 1m90, 90 kg, des muscles incroyables, un cerveau... » Ça suffit. C'est un élément, ce bonapartisme politique est une infantilisation de la politique. Nous allons trouver celle ou celui qui portera au mieux nos couleurs à l'occasion de l'élection présidentielle. Je ne suis pas un gamin, la politique ça s'incarne, et en Ve République, le présidentialisme, il faut jouer le jeu. Mais je pense que nous devons quand même porter l'idée que si nous étions en responsabilité, le passage à la Ve République, mais pas de manière abstraite, sera aussi dans nos valises et sera un des éléments avec lesquels nous travaillerons. Car sans aucun doute, si nous étions élus, nous serons élus dans un premier temps en étant minoritaires, au moins dans les représentations démocratiques. Et je ne crois pas que ce soit en disant, ben nous, le 49.3, peut-être qu'on l'utilisera pour faire passer nos textes, qu'on réglera le problème. Donc il va falloir que cette conversation s'engage. Je dis ça parce qu'au niveau de la NUPES, parmi les choses qui fonctionnent, il y a aussi des groupes de travail qui travaillent sur la 6ème République. Je trouve qu'ils font du boulot intéressant, et ça peut être intéressant. Vous comprenez bien mon propos, hein, je ne vous dis pas que c'est la seule chose qu'il faut faire, mais que parmi toutes les tâches des combats écologiques, des combats sociaux que nous avons à mener, c'est faire aussi avancer cette conversation, qui porte en elle-même une bataille culturelle qui m'intéresse. Je le répète, je ne veux pas être pédant, le bonapartisme tue la vie politique. C'est-à-dire l'idée que nous cherchons un champion, un sauveur. Fondamentalement, le cadre culturel dans lequel ce débat est posé est un cadre culturel qui, selon moi, nourrit l'extrême droite. Nourrit l'extrême droite. L'idée d'une nation, d'un peuple qui a besoin de trouver un chef qui le conduit. On ne peut pas être sur ce terrain-là. C'est pas possible. On ne peut pas. Enfin, je veux dire, ça nous posera nombre de problèmes. Donc il faut que cette idée-là, je trouve, qui est une vieille idée, hein, je veux dire, mais qui, quand même, à l'occasion du débat sur les retraites, a trouvé une dimension particulière, il ne faut pas l'abandonner. Les gens l'ont compris. Les gens ont compris qu'on leur impose des choses qu'ils ne veulent pas et qui sont majoritaires à ne pas le vouloir, et que ce sont ces institutions qui portent ça. Voilà, donc ça fait des petits chantiers sur la table, les bagarres sociales qui ont lieu, les bagarres écologiques, ça va de soi, et essayer aussi de pousser la conversation sur le grand changement démocratique dont le pays a besoin. Bonjour à toutes et à tous, je m'exprimerai donc au nom de Génération, ce petit mouvement que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui est ami avec chacune de vos organisations politiques, parce que ce qui est au cœur de notre ADN, c'est vraiment de se battre pour le rassemblement de la gauche et des écologistes. Moi, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit par Cyrielle et Alexis, parce que je partage l'essentiel de ce qui vient d'être dit, mais peut-être d'ajouter quelques éléments de réflexion.
D'abord dire évidemment sur la question écologique, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Cyrielle a eu l'occasion de l'évoquer précisément, mais on ne se satisfait pas qu'on nous dise, quand on a des enfants, qu'il faut empêcher les enfants de courir dans la cour de récréation parce qu'on est en période de pic de pollution. On ne se satisfait pas que des gens tombent malades, soient victimes de maladies chroniques, de récidives de cancer à cause de ce qu'ils ont dans leurs assiettes et des modes de consommation qui nous sont imposés. Évidemment, la politique, elle doit permettre de changer ça à tous les échelons. Et là, évidemment, je pense à l'échelle européenne qui n'est pas anecdotique. Voilà, c'est un échelon extrêmement important sur les politiques environnementales, mais aussi à l'échelle nationale et parfois très locale. Sur la question sociale, on a pu voir à quel point les gens pouvaient être mobilisés. Il y a maintenant l'inflation, on parle même de la grande arnaque de la shrinkflation dont vous avez entendu parler depuis 15 jours dans les médias, avec ces industriels qui mettent sur le marché moins de quantité pour un prix plus important, alors que beaucoup de nos concitoyens souffrent. On voit bien la facture salée, y compris chez les hard discounters, où on sort avec des caddies quasi vides, avec pourtant une somme importante à la caisse. Je le dis parce que c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on fait de la politique. Moi, je suis élue locale et j'ai une permanence que je tiens et je vois les gens de plus en plus nombreux venir nous dire qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à payer leurs factures. Celles et ceux des classes moyennes qui, avant, parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont travailleurs sociaux, etc., pouvaient assumer facilement, partir en vacances, et on voit vraiment se produire quelque chose d'extrêmement grave dans la société et l'impossibilité pour plein de familles de vivre dignement, de pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants. C'est, je crois, avant tout pour ça qu'on se bat quand on est militante et militant de gauche, et on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas en ce moment et comme si on n'avait pas une forme de responsabilité plus que jamais importante pour apporter des solutions communes. Puis je veux aussi évoquer la question sécuritaire, la question démocratique, parce que ce qui se passe, on a pu le voir au moment des Gilets jaunes, où la répression des mouvements a été extrêmement importante, avec des outils déployés qui sont plus que contestables et qui ont été réutilisés en juillet. J'ai rencontré ce jeune de Saint-Denis qui a perdu son œil parce qu'il a reçu un tir de flashball, cette maman des Ulysses qui était descendue déplacer sa voiture et qui, elle aussi, a perdu son œil par un tir de flashball. Et je n'évoquerai pas ici, évidemment, ce que vous connaissez toutes et tous, ce qui s'est passé à Marseille ou ailleurs. Et donc, on voit bien que l'institution républicaine, que la police, à laquelle nous faisons confiance, qui est là pour nous protéger d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a quand même débat sur la manière dont elle est formée et sur les consignes qui lui sont données. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble des policiers, mais je dis quand même qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et sur lequel nous devons avoir la possibilité d'apporter, là encore, des solutions concrètes. Je n'oublie pas que la police est là avant tout pour protéger. Et je m'arrête un instant parce qu'il peut y avoir parfois débat sur la façon dont on rentre dans une posture un peu caricaturale anti-police. Je vous le dis, mes camarades, en banlieue, les gens ont besoin de la police. Et ce qu'ils contestent avant tout, c'est d'appeler la police et qu'elle ne vienne pas parce que les policiers ne sont pas suffisamment nombreux et que c'est un des services publics qui est le plus affaibli avec l'éducation nationale, et qu'on ne peut pas protéger correctement la population si on n'a pas une police forte, formée et outillée correctement, y compris avec des politiques préventives. Et je n'oublie pas que Sarkozy a supprimé la police de proximité. Et on en subit aujourd'hui les conséquences dans beaucoup de nos territoires. Donc on a là aussi sur la question démocratique des outils déployés et du service public. Cyrielle a eu l'occasion de l'évoquer un petit peu, mais dans une période de crise sociale, on n'oublie pas non plus que, j'aime bien cette formule, le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, de celles et ceux qui n'ont rien ou si peu. Et donc c'est notre bien commun.
Et si on avait des messages forts à porter, des propositions concrètes à formuler, ce serait autour de la question du service public de santé. Je vis dans un département où il y a 3 hôpitaux publics menacés de faim, dont on a décidé la fermeture, Orsay, Juvisy et Longjumeau, au bénéfice d'un machin sur le plateau de Saclay destiné aux cadres et qui, en passant, contribuera à la destruction de terres agricoles qui font partie des plus fertiles d'Europe. Donc la question du service public, qu'il s'agisse de l'éducation, de la sécurité, de la santé, elle est majeure. Et enfin, moi je voudrais dire que ce qui se passe aujourd'hui, on dit que les policiers ont voté à 80% pour le Front National, on voit bien le mouvement qui s'est opéré parmi les enseignants aussi, ce qui est encore plus inquiétant parce que nos enfants sont dans leur salle de classe et que l'extrême droite ne peut pas être une solution politique pour celles et ceux qui instruisent nos enfants, et pourtant on observe qu'il se passe quelque chose. L'extrême droite, elle ne peut pas être la solution pour celles et ceux qu'on représente et qui sont dans les milieux populaires. Voilà. Or aujourd'hui, on constate que c'est une voie qui peut être privilégiée par beaucoup de celles et ceux qui nous entourent. Donc ça nous met face à une responsabilité importante, à la fois en matière d'éducation populaire, de capacité à mener la bataille culturelle pour déconstruire le programme de l'extrême droite, dire que ce n'est pas le programme des classes populaires, l'extrême droite a un programme libéral, de droite extrême. En revanche, il parle un langage qui est compris par tous, et je crois que c'est cet effort aussi qu'il faut qu'on fasse. Et enfin, on a soulevé un élan extrêmement important l'année dernière à l'occasion des élections législatives avec la NUPES. Alors certes, on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais quand même il s'est passé quelque chose. Et on l'a vu dans les bureaux de vote avec des gens qui n'étaient pas venus voter depuis très longtemps et qui se sont déplacés parce qu'ils avaient une offre simple à comprendre et ils se sont dit, ces gens-là se sont mis d'accord avec des centaines de propositions communes, la preuve que c'est possible. Je dis pas ça juste parce qu'il y a 20 ans, j'étais déjà dans des salles avec Gérard Filoche comme étudiante ou avec Alexis qui nous aidait à comprendre les livres, le marxisme, etc. Et l'histoire du mouvement ouvrier, je m'en souviens, Alexis. Mais voilà, donc il y a des points communs. Et je crois que ce qui nous sépare aujourd'hui, la distance qu'il peut y avoir entre nous est bien moins importante que celle qu'il peut y avoir, y compris même, enfin moi quand j'étais au PS, entre un Hollande ou un Valls et un Mélenchon, dont j'étais très proche, il y avait beaucoup plus que ce qu'il y a ici entre nous. Et donc quand on sait qu'il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir, on n'essaye pas juste de défendre sa petite chapelle, sa petite boutique et le nombre de places qu'on aura à la fin. Parce que les gens, ils s'en foutent un peu de ça. Et je crois que pour aller encore plus loin que comment on fait, il y a 2027 évidemment, mais il y a aussi des étapes intermédiaires. Il y a les élections municipales qui vont être aussi une démonstration de force. Si on avait été fort au municipal la dernière fois, on se poserait un peu moins de questions au sénatorial de la semaine prochaine pour tenter d'avoir une majorité au Sénat, même si c'est difficile. Donc la question des élections locales intermédiaires, elle va être majeure et elle permettra de montrer, parce que le rassemblement, je crois que ça ne se décrète pas, ça se construit aussi par notre capacité à travailler ensemble sur le terrain. Ça va être aussi là l'occasion de construire des réponses parfois locales, malgré le périmètre contraint des compétences qu'on a à l'échelle locale, mais des élections intermédiaires sur lesquelles on va pouvoir montrer notre capacité à travailler ensemble sur des axes politiques concrets. Et je crois que l'espace NUPES, ça doit être autre chose que de l'interparti. Je vous le dis parce que les gens aujourd'hui qui nous entourent et qui n'ont pas envie d'adhérer au PS, à Génération, au Vert ou à n'importe quel parti de gauche ou à la France Insoumise, parce que tout ça c'est des histoires de chapelle et que finalement au fond ils ne connaissent pas trop la nuance entre les uns et les autres, si nuance il y a parfois, je crois qu'il faut créer un espace qui laisse la possibilité aux citoyens d'aller rejoindre la NUPES. Voilà. Je ne sais pas si c'est par une adhésion ou par une autre forme d'engagement, mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on aille là-dessus si on veut recueillir l'assentiment populaire, si on veut pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres et accueillir dans la dynamique collective un maximum de celles et ceux qui veulent le changement. Voilà, donc unité, unité, unité.
pas. Si, j'ai l'impression qu'il marche. Attends, je vais juste prendre un peu de fil. Est-ce qu'il reste un peu de fil? Histoire de ne pas embarquer tout le monde. Voilà. Parfait. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Merci de votre invitation. Merci à Gérard, à tous les camarades qui organisent ces tables rondes et à ces moments de débat. Beaucoup de choses ont déjà été dites et moi je voudrais commencer par rebondir sur un élément qui nous rassemble ici sur cette tribune. Alexis l'a évoqué un petit peu, c'est cette force du rassemblement que nous avons su construire. Et au moment où nous sommes au milieu de cette fête de l'UMA, je crois que nous avons une responsabilité collective de commencer par assumer un élément. Alexis l'a dit à juste titre sur le passage à la 6ème République et je partage l'intégralité de ses propos sur cette forme de bonapartisme qui surplombe le pays, cette forme de monarchie de juillet qui écrase avec un pouvoir pédant autoritaire. Eh bien, je nous le dis, à nous, femmes et hommes de gauche, écologistes, ne reproduisons pas ça en notre sein, en ce moment même dans ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je vous le dis, j'arrive là à l'instant à la fête de l'UMA, il y en a ras-le-bol depuis hier, ras-le-bol depuis hier, de toutes ces petites phrases, de tous ces pas de côté, de celles et ceux qui voudraient jouer demain une carrière personnelle, qui n'est là que pour fracturer ce que nous avons construit il y a un an, qui est là que pour mettre du désespoir dans la tête des gens qui, eux, attendent de nous. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est aussi un état d'esprit. C'est une force qui doit être capable de se dire que, mais enfin, on va arrêter un peu ces enfantillages dans un moment où les gens se disent, quand ils sont allés faire les courses de rentrée scolaire pour leurs gamins, ils n'ont jamais vu les prix des produits aussi chers, ils n'arrivent plus à remplir leur caddie, on a une économie de marché qui n'a jamais été aussi violente, et nous on va se faire des commentaires entre femmes et hommes de gauche sur les plateaux télé, sur les radios, mais maintenant ça suffit. Il y a un moment où on doit être capable et responsable aussi de se dire que ce qu'on a construit il y a un an, avec un programme commun de la NUPES, qui est un projet partagé, qui est certes insatisfaisant parce qu'il ne nous a pas permis de gagner l'élection législative, il doit être approfondi, il doit être complété et il doit trouver un débouché politique pour gagner demain cette élection présidentielle et toutes les élections intermédiaires qui arriveront. Et donc on est dans ce moment-là où on nous interroge souvent sur mais quand même qu'est-ce qui se passe? Et bien notre responsabilité, et moi en cette rentrée, mon discours, celui que je veux porter partout, dans tous les partis, sur tous les stands, et y compris dans mon propre parti où je vois trop fortement revenir les enjeux nationalistes de parti, appelons-les comme ça, je veux qu'on soit responsable pour 2, pour 3, pour 10. On doit être en capacité de donner cette alternative. On doit être en capacité de la donner pourquoi? Et je vais revenir sur des éléments de fond qui ont déjà été beaucoup évoqués, mais sur quelques éléments notamment qu'a évoqué Cyrielle. On arrive dans la période qui va être la période budgétaire. Mais regardons de près, parce que le budget, ça paraît techno, technique, etc., ce qu'est en train de préparer le gouvernement actuellement. Regardez la bombe à retardement qui est en train d'être préparée sur la question du logement dans ce pays. Ça paraît rien du tout. On évacue ça d'un trait de plume. Le maire annonce, c'est la fin des prêts à taux zéro. C'est la fin, c'est terminé. Bon, on se dit, les prêts à taux zéro, qu'est-ce que ça change? Ben, les prêts à taux zéro, ce que ça va changer, c'est que ceux qui sont en première accession à la propriété, c'est-à-dire un couple qui travaille, qui gagne le SMIC, qui veut s'acheter son premier appartement ou sa première maison, non seulement avec l'augmentation des taux d'intérêt, où là aussi le gouvernement ne fait rien, la Banque Centrale Européenne ne fait rien, et en plus de ça on a dit aux banques de rajouter du taux d'usure à 30%, ce qui fait que plus personne ne peut emprunter, on ne met plus de prêts à taux zéro, ce qui fait qu'il n'y a plus de construction de logement social, il n'y a plus de construction de logement neuf, et demain le prix du marché immobilier va être multiplié par 1,5 sur le tarif de la location et plus personne ne pourra se loger. Voilà la catastrophe face à laquelle on est en train d'être affronté avec ce budget qui est préparé. Et quand j'entends Bruno Le Maire nous dire on doit faire 15 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'année qui arrive, parce que vous comprenez, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et pour faire 15 milliards d'euros d'économies, on va aller raboter encore un peu plus, toujours sur les mêmes, sur les classes moyennes et sur les classes populaires. En vous rabâchant toujours la même chose depuis maintenant 5 ans, on vous a supprimé la taxe d'habitation, soyez bien contents. Et puisqu'on vous a supprimé la taxe d'habitation, on a fait des mesures de pouvoir d'achat pour vous. Mais c'est une foutaise absolue, parce que quand dans le même temps, on va dérembourser des soins dentaires, les premiers soins dentaires, ceux de premier acte de soins dentaires, on va les dérembourser. Moi j'ai un gamin qui a 3 ans.
On a reçu un courrier de la sécurité sociale où on nous a dit, bah voilà, votre gamin a 3 ans, il faut lui faire sa première visite chez le dentiste. Et bien dans les mesures budgétaires qui sont annoncées dans le PLFSS par exemple, bah cette mesure-là, elle va passer de 3 ans à 7 ans. Et on se dit que c'est pas un problème. Moi, mon gamin, je peux l'amener chez le dentiste. Mais celui qui est à 5 € ou 10 € près pour finir le mois et qui ne peut pas payer à son gamin les soins pour le dentiste, il ne l'amènera pas. Et on va créer encore des carences. Et on va créer des ruptures dans notre pays. Et de la même manière, on débute cette rentrée scolaire où on agite sur tous les plateaux télé un espèce de morceau de tissu que même moi, avant que ce débat connaisse, je ne connaissais même pas son existence. Pour tout vous dire, quand il y a eu le débat sur l'abaya, j'étais en voiture, je rentrais de vacances avec ma femme, je ne savais même pas ce que c'était que l'abaya. Elle m'a fait voir sur internet ce que c'était. Quand elle m'a fait voir que c'était un morceau de robe. Il n'y a pas de sujet. Moi je suis un laïcard convaincu, je suis même un peu trop bouffeur de curé à l'envie de certains. J'assume totalement ces propos-là. Et en 2004, la loi de 2004, elle doit s'appliquer partout et la laïcité, on doit être ferme sur ces principes de laïcité. Mais quand on voit qu'on détourne des problèmes et quand encore on a une classe sur 2 qui a des absences de professeurs, qu'on a un collège sur 3 dans notre pays qui manque d'enseignants, qu'on voit qu'il y a un manque de vocation, qu'on reçoit encore, je vous reprends mon exemple personnel en tant que parent d'élève, un joli courrier du ministre de l'Éducation nationale qui vous dit « Chers parents d'élèves, votre enfant a fait sa rentrée scolaire, j'ai le plaisir de vous dire qu'il n'y aura pas plus de 24 élèves par classe dans les écoles maternelles et primaires. Mon gamin, moyenne section de maternelle, 28 élèves dans sa classe. Et on vient nous parler de l'abaya pour 300 cas et 80 cas qui ont posé problème. C'est ce combat politique qu'on doit mener. C'est ces combats-là qu'on doit mener et je crois qu'on ne peut les mener, qu'on ne peut les gagner qu'ensemble. Et je termine d'un mot. Parce que là, on voit bien aussi l'écran de fumée qui est en train d'être agité depuis quelques jours sur la question migratoire et sur ce qui se passe à Lampedusa. Et on nous dit, mon Dieu, une submersion migratoire est en train d'arriver sur l'Europe, sur toutes les chaînes d'infos, de télé, de radio. On parle de 6000 personnes. Alors bien sûr, on dit les migrants. Alors tout de suite, le migrant, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce migrant qui va venir manger? Ben moi, ce que je veux voir, c'est que ce sont ces 6 ou 7000 personnes qui arrivent sur l'île de Lampedusa. C'est la solidarité européenne qu'on doit accorder. Et moi, j'attends d'un président de la République en France, j'attends de la gauche qu'on dise, c'est à nous, comme l'a fait l'Allemagne à l'époque de Merkel, quand il y avait eu le drame en Syrie, d'accueillir aussi ces personnes qui ont fui leur continent, non pas par plaisir, mais pour éviter la guerre. On doit retrouver ces principes de solidarité. Et on doit mener face à l'extrême droite, et face à cette droite bourgeoise et libérale, une force et une capacité de tenir droit nos thèmes avec fierté, même si on peut croire qu'on est minoritaire dans les médias, même si on peut croire qu'on est minoritaire dans l'opinion, parce que c'est en menant ce combat politique et ces batailles culturelles que demain non seulement on redonnera l'espoir, mais qu'on changera la vie des gens parce qu'on aura gagné dans ce pays. Laurence, même très bien. Ça marche là, vous m'entendez? Merci. Alors, je vais essayer de pas tout redire parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui se sont dites, et tant mieux. Peut-être sur la question de l'extrême droite et les éléments qui font qu'on est dans une certaine urgence. Pour l'illustrer, parce que vous avez tous redit avec justesse que quand même, il fallait faire attention à ça. Dans le débat précédent, on a dit qu'il y avait quand même des perméabilités, on l'a dit sous plusieurs formes, entre la droite dite classique qui l'est de moins en moins, ou les libéraux, et puis l'extrême droite. Pour illustrer ça, parce que je suis moi aussi élu local, j'ai redit 1 ou 2 exemples, mais je vais vous en donner d'autres. Puisqu'aujourd'hui, le libéralisme, pour se défendre, vu qu'il se réduit, il a besoin quand même d'un contrôle social fort, Cyrielle en a parlé, et notamment avec des questions qui sont quand même très limites, que même parfois l'extrême droite n'ose pas faire. J'ai cité ma préfète préférée de Rhône-Alpes, qui nous a dit sur le logement d'urgence, puisqu'on est complètement saturé, que même pour le vider, il n'y avait qu'une seule solution, c'était les OQTF. Quand même. Y compris pour quand on lui cite en tant qu'élu local, le cas de familles qui sont là des fois depuis 10 ans, donc demandeuses d'asile, qu'on ne régularise pas. Donc sur la question des régularisations, sa réponse, elle est non. Mais non de chez non. C'est une Darmanin girl, elle est préfète. Donc c'est la République et le gouvernement qui parlent derrière ça. Autre exemple, sur la politique de la ville, vous savez bien qu'on a refusé le plan Borloo. Nous, à la gauche de la gauche, on le défendait déjà à peine, parce qu'on disait la politique de la ville, c'est déjà pas ce qu'il faut faire, c'est déjà un pis-aller, du saupoudrage, mais là on n'en est même plus au saupoudrage. La préfète, alors c'est une autre, c'est sa collègue sur la politique de la ville, elle nous a dit devant tous les maires
qui ont des quartiers en politique de la ville sur le territoire lyonnais, ces contrats de la politique de la ville ne doivent pas parler de pauvreté, ce n'est pas le sujet. Pourquoi elle dit ça? Cette nana, elle est bac plus 42, il n'y a pas de souci, elle est brillante, il n'y a pas de problème. Elle dit ça parce qu'elle fait un parallèle entre les politiques sociales et les politiques liées aux étrangers et à la gestion des aires étrangers sur notre sol. Je pense que fondamentalement, elle essaye de nous faire passer l'idée qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et quand on lui répond qu'on doit renforcer la politique de la ville et le droit commun, c'est-à-dire nos hôpitaux, nos classiques, et nos etc., ce qu'elle nous dit, il y aura moins d'argent. Vous devrez faire plus avec moins. Texto, elle nous le dit en réunion devant l'ensemble des maires. C'est ça qui nous préoccupe et c'est avant les votes des budgets. Un autre exemple aussi que je voulais vous donner, je l'ai redit, c'est le fait qu'on n'ait pas de réaction gouvernementale face à des comportements ouvertement d'extrême droite d'une partie de notre police. Et on a cité le fait des violences policières, mais on a quand même un problème de comportement. J'ai cité tout à l'heure le fait que, face à une agression, nous avons, nous, des policiers dans mon quartier qui nous disent « on ne vient pas puisque vous êtes une mairie écologiste qui ne défend pas la vidéosurveillance, donc on ne viendra pas ». Ils ne sont pas sanctionnés. Ils ne sont pas sanctionnés, ce n'est pas normal. Et enfin, sur le plan démocratique, là aussi on a des attaques franches. Un autre exemple que je vous donne, la construction d'un barrage, là ça compte plutôt sur le Rhône. Je vous rappelle que sur le Rhône, dans moins de 20 ans, nous avons 30% d'étiage de moins, on n'a plus d'eau dans les Alpes, on a beaucoup moins d'eau dans le Rhône, et on n'a aucun traité avec la Suisse, qui est à l'origine de ce fleuve, sur quoi que ce soit sur les ressources en eau, hormis pour parler du nucléaire. Et là, on nous annonce un barrage, alors pour garantir les enquêtes publiques, etc., il nous dit que c'est pour produire quelques mégawattheures. En gros, on fait un gros barrage à 300 millions d'euros, imposé par l'État pour allumer une ampoule. Évidemment que ce barrage, en fait, c'est pour préfigurer les nouveaux EPR. Mais comme on ne peut pas le dire comme ça, on fait passer, vous voyez en fait les biais démocratiques aussi qui sont là-dessus. Donc pour moi, la NUPES était quand même un espoir, elle doit rester, elle est encore, et elle doit s'élargir, et elle doit s'élargir sur tous les champs. Que ce soit sur le champ politique des organisations les plus grosses, peut-être en intégrant les plus petites, alors pour l'instant on n'y arrive pas, mais je vous le dis, hein, camarades, les plus petits ça suffira pas. Il faut aussi élargir au-delà, certains l'ont dit, dans le mouvement social, dans les luttes, dans les associations, il faut soulever tous ces points de lutte-là et savoir jouer de nos cordes, là où on est bon, là où on l'est moins, qu'on soit gros, petit, plus institutionnel, moins institutionnel. En gros, si on veut gagner et reparler de la lutte des classes, il faut élargir la lutte des places et pas la limiter à ce qu'elle se fait aujourd'hui sur un prisme qui définitivement est restreint. Donc ça, pour moi, c'est très important de l'élargir. Et un dernier point, si vous me le permettez, et ça rejoint par ailleurs ce que je viens de dire, ce que dit Roger Martelly un petit peu dans son livre. Alors je ne le paraphrase pas du tout, hein, je vous engage à le lire, il était là, donc le bouquin vous l'avez chez nos éditions Silex, il est disponible. Un dernier point sur la partie internationale, il y a un lien, il y aura des débats demain, ils sont très importants, en tout cas dans l'ensemble on a à cœur de défendre un peu tout ce qui se passe de différent, y compris ailleurs, et de défendre les droits humains coûte que coûte et l'autodétermination. Pour ça, c'est très important qu'on ait les débats sur tout ce qui se passe dans le monde et en Europe. Et en particulier, je pense à l'Ukraine, mais il y aura un débat demain. Et si je fais un parallèle là avec ce qui se passe maintenant en France et sur la question migratoire que tu viens de dire, il faut rappeler quand même que nos 7000 Africains, quel que soit, c'est rien du tout. Nos sols migratoires en Europe sont les mêmes depuis 30 ans. C'est moins de 0,1% de la population européenne. Ils ont juste l'immense malchance d'être noirs et musulmans, et ça c'est impossible de continuer comme ça. Et en plus avec les directives où l'État attaque les seules choses où on pourrait avoir des bons rapports en Afrique, c'est-à-dire d'empêcher soi-disant de subventionner les actions culturelles avec certains pays avec lesquels on est un peu fâché, on n'est pas rendu si on fait ça comme ça. Et enfin Frontex permet aussi des rafles, il faut se le rappeler, qu'on deal maintenant des migrants. Tu me renvoies en gros, je caricature exprès, tu me renvoies des Noirs, je te prends des Syriens. Parce que les Syriens, ça marche, mais bon, les Noirs, faut pas. Par exemple, on organise ces liens entre ces luttes-là, à la fois des Syriens, des Ukrainiens et un certain nombre d'Africains, les opposants russes aussi, un certain nombre de choses, il ne faut pas se restreindre là-dessus.
Et donc c'est un autre pan d'émancipation et aussi de lutte et d'espoir pour l'avenir, puisque bien sûr ça dépasse nos frontières largement ce qu'on doit faire. Et moi, d'abord, je vous remercie. Moi j'ai écouté, comme chacun de vous. Les conditions sont difficiles, mais c'est filmé. Et on verra dans les jours qui viennent. J'ai écouté avant. S'il te plaît, Philippe. Voilà. J'ai écouté François Ruffin ce matin, j'ai écouté brièvement Olivier Faure. J'aime ce que tu as dit, Pierre. Tout ce que tu as dit tout à l'heure. Cyrielle Châtelain avant aussi. Et j'entends mon ami Alexis. Et puis après, nous autres, on intervient, on n'est pas députés, Capucine, Laurence et moi, mais à notre niveau, on milite pour que, comment dire, vous cimentez. Hein, passer du jeu au nous. Parce que depuis hier, j'ai entendu du jeu. Mais alors, du jeu, je vois des affiches où il y a marqué « Je suis prêt à gouverner ». Le sens du ridicule n'existe pas. Il y a des appels sur « Je vous appelle à envahir les préfectures ». Alors moi, ça ne me choque pas envahir les préfectures. Ce qui me choque, c'est le jeu. Parce que qui va envahir les préfectures à partir d'un jeu? Il y a une intersyndicale. Il y a la NUPES. Pourquoi on dit jeu? Alors après, on rétorque, oui, mais il est violent. Mais on n'est pas dans une cour de récréation. Il y a des millions de gens qui attendent. Et ça a été dit par chacun de vous, la vérité est claire. Moi, je vois dans mon groupe gauche démocratique, socialiste, on est comme Capucine. On pense qu'une chose, c'est que, en fait, on devrait être tous dans le même parti. On pourrait être tous dans le même parti. Qu'est-ce qui empêche? On arriverait, on déboucherait sur des choix d'action mieux travaillés, plus décidés et plus communs. Et si on était dans le même parti, on ne raterait pas quand Macron propose une conférence sur les salaires, là, les petits salaires. On dirait tous ensemble le SMIC à 1600, avec les syndicats, brut à 2000, 300 € pour tous, et indexation sur les prix. S'il y avait une seule voix qui disait ça au lieu de dire je, évidemment que ça s'entendrait. Et on aurait immédiatement un poids dans les semaines qui viennent là, parce que ça va être la question des salaires qui vont rentrer. Tout le monde l'a dit, c'est le salariat alors. Tout à l'heure, François Ruffin m'a fait le plaisir de reprendre l'idée qu'on était 30 millions de salariés. 30 millions. Et que 30 millions de salariés, c'était une force tellement grande que ça ne pouvait pas ne pas gagner si on réussissait à l'unir. Et que la question pour nous, c'est d'unir, c'est pas de... je suis très content qu'il y ait plein de débats dans tous les sens là. C'était comme quand il y a eu l'anniversaire de la NUPES en avril. C'était dans une salle à la Bellevilloise. On était au milieu du combat sur les retraites. Mais la NUPES, elle aurait dû remplir Bercy. C'est Génération qui l'a fait. Elle aurait dû remplir Bercy, elle aurait dû remplir des stades. Parce que c'est l'enthousiasme qu'il y a eu pour se battre sur les retraites, ça devait se traduire politiquement. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'on est à la mi-temps. Que les 6 premiers mois sur les retraites, ils vont nous donner 6 autres mois de bataille sociale. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont tranquilles là-haut. D'ailleurs, ils ne le sont pas. Parce que avant le 13 octobre, il y aura des bagarres sur les salaires. Et après le 13 octobre, il y aura d'autres luttes sur quantité de questions sociales. Ils ne pourront pas tenir ce pays comme il le faut. Je suis comme toi, à bas le pouvoir personnel. J'avais 17 ans en 1962 quand ils ont instauré l'élection au suffrage universel d'un président. Il y a 17 ans, je disais, mais on va nous faire élire un roi. Et le mot d'ordre de l'époque, c'était à bas le pouvoir personnel. Je vous invite à le reprendre en général, parce que c'est valable à gauche. À bas le pouvoir personnel à gauche. Pour un pouvoir collectif. Pour avoir des listes communes.
Et alors évidemment, je suis d'abord pour discuter sur l'immigration. Sur l'immigration, je voudrais avoir la chance de discuter un jour avec tous ceux qui ont signé l'appel. Parce que moi, je suis contre que la légalisation d'un immigré soit sur la base du papier d'un patron. C'est pas au patron de décider qui on légalise ou qui on ne légalise pas. C'est un choix sur un ensemble de critères qui sont sur notre sol, qui sont dans telles conditions et on légalise. Parce que le patron, j'ai assez connu comme inspecteur du travail. Le gars, il va dire, tu bosses bien pour moi, hein, je te donnerai le papier. Et le gars, il va faire 70 heures par semaine, pendant 2 ans, il ne sera pas sûr d'avoir le papier après. Ça, c'est ma conviction, mon expérience. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être au patron de décider. Ce n'est pas le critère de j'ai un contrat de travail, c'est le critère je suis sur le sol, je suis dans telle situation sociale, familiale, personnelle, demandeur, et on prend les critères pour régulariser. On ne peut pas le faire seulement sur la base du travail, c'est discriminatoire. Je prends ça comme un des sujets. J'en prendrai plein d'autres, mais vous l'avez fait. Ce que je veux dire, c'est que passer du jeu au nous implique quand même quelque chose sur l'élection européenne. Je ne peux pas Cyrielle est partie, mais je voudrais convaincre en priorité nos amis verts, parce que je sais que c'est un jeu de domino. Si on convainc nos amis verts, on convaincra nos amis du PS. Si nos amis du PS et verts sont convaincus, je vois mal le Parti communiste rester sur sa position. Et je vois plutôt la tactique comme celle-ci. Et quand je discutais, hier, il y a un appel de députés des 4 groupes pour une liste unique. Il y a les jeunes qui ont fait un texte, 166 mesures, pour une liste unique avec une base pour pouvoir le faire. Il y a le programme de la NUPES que j'ai relu. Il est un peu général sur l'Europe. Mais il n'y a même pas besoin de tout ce qu'il y a dedans pour faire campagne commune. Il y a déjà trop dedans. Je vous prends un exemple. Le Parlement européen a voté pour la présomption salariale. Quelqu'un l'a dit avant moi tout à l'heure, je crois que c'est François Ruffin. Et la ligne Macron, c'est la présomption d'indépendance. Toute la gauche, toute la NUPES est d'accord là-dessus. Et au Parlement européen, on vote ensemble. D'ailleurs, on vote 90% des cas, on vote ensemble. Même si on est dans des groupes différents. Et cette question du choix entre présomption salariale et présomption d'indépendance, permettez-moi de vous dire qu'elle l'emporte en importance sur toutes les autres questions, théoriques, politiques, pratiques. Donc quand on voit qu'on pourrait faire campagne là-dessus et gagner là-dessus en mettant à mal Macron, on pourrait le faire avec une liste commune. Voilà, avec une liste commune. Mais si on ne fait pas de liste commune, je connais les arguments, on va avoir plus d'élus sans. C'est pas vrai. Il y aura des éliminés, il y aura des postes perdus, et les éliminés, ils iront à la droite. La deuxième chose, si on ne peut pas, on aurait moins d'élus. Non, parce qu'on ne sait pas l'électorat. Plusieurs ont parlé d'abstention. Pour convaincre les abstentionnistes, il faut une liste unique. Soyez sûr qu'avec 4 listes, il y aura plus d'abstention. Et les gens vont pouvoir sanctionner ceux qui ont été diviseurs. Ensuite, sur une liste unique, non seulement il y a le programme commun, il y a la possibilité qu'on vote à 90% ensemble ensuite, mais sur la dynamique, on est à 3 ans, on dit qu'on voudrait gagner en 27. En 26 au municipal. Si en 24 on ne se met pas d'accord, on peut faire confiance en nos ennemis. Ils vont passer 4 mois à vous dire vous êtes en désaccord sur l'Europe. Alors il y en a qui disent on va faire un gentleman agreement. Mais oui, ça ne marchera pas. Le journaliste il prendra le micro à l'un, puis après il ira entendre le micro à l'autre, il verra la différence, et puis il dira vous n'êtes pas d'accord. Alors on viendra que si, on est d'accord. Alors pourquoi vous n'êtes pas sur une liste unique? Ah ben alors si, on aurait pu, mais on va se mettre d'accord pour les municipales. Ah bon? Alors la NUPES, elle est intermittente du spectacle. Alors on arrive au municipal, puis aux présidentielles. Alors vous voulez faire un candidat unique, mais vous n'êtes pas mis d'accord sur l'Europe. L'Europe c'est subalterne pour vous. Ou c'est pas subalterne. Vous n'étiez pas d'accord sur l'Europe. Comment vous pouvez être d'accord sur un candidat commun? Et tout s'enchaînera, ils seront impitoyables. Alors c'est si facile, on a tout en main. Et s'il y a une dynamique autour d'une liste unique, il y aura plus de votants, il y aura plus d'élus.
Et je le répète, dans le cas inverse, vous allez voir l'abstention, le désagrément. Il y a qu'à discuter dans cette fête de l'humanité. Je le fais depuis hier. Chaque fois qu'il y a une question qui est abordée, c'est unité ou pas, ils nous font se faire là-haut, ça suffit. C'est la première des choses qui survient. Alors quand on pourrait être dans un parti commun, quand je vous écoute, on a le programme partagé de la NUPES, quand je vous écoute parler, on est là autour de ça, c'est quand même rageur de laisser une victoire à Le Pen en tête le mois de juin prochain. Parce que c'est ça qu'il va y avoir. Et comme on aura voulu faire une liste unique, l'un qui dit c'est pas grave, on va mettre ça sous le tapis, puis on en reparlera après. Mais eux, ils ne mettront pas ça sous le tapis. Ils diront la NUPES a échoué. Et Le Pen est encore en tête. Et on aura encore une présentation, on aura besoin de remonter. Et pour les municipales, ça se prépare maintenant dans les têtes. Moi, je suis pour des printemps marseillais partout. Des printemps nantais, des printemps rennais, des printemps rouennais, des printemps parisiens. Je suis pour des printemps marseillais partout, pour qu'il y ait des assemblées qui préparent. Et que ça se construise, l'unité, ça se construit. Mais évidemment, il y aura le handicap d'avoir pas été d'accord aux européennes. Alors, je ne vous dis pas, après, pour le candidat unique, je conclue là-dessus. Si on n'a pas de candidat unique, écoutez, des histoires, des décennies d'histoire de la gauche seront perdues. On a souvent dit que ça jouait historiquement, mais là on est vraiment à l'histoire. Ne pas faire l'unité, c'est pratiquement sacrifier tous les groupes, tous les partis, tout le monde paiera l'addition. Et donc c'est vraiment en étant ensemble. Moi je suis pour un collectif national de la NUPES de 30 personnes, avec tout le monde, au public, qui travaille au consensus. Ils se réunissent toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais on sait que ça existe, que ça fonctionne. On y fait des gros meetings. Et là-dessus les amis de génération appuient ça, nous appuyons ça. Je crois que nos camarades d'ensemble le font également. Et que cette aspiration-là, c'est la vie et la chance de la gauche de la réussir ou de l'échouer. Oui, non, excusez-moi. Je voulais mettre dedans l'appel dit des maires. Il y a 24 maires, il y a 5 PS, 5 PC, 5 Verts, 5 il y a Génération et 5 LFI. Et il y a 1 ou 2. Mais ils sont tous à gauche, ils représentent toute la gauche. Et il dit, leur texte, il est excellent, il est là. Mais il y en a quelques-uns qui croient que c'est signé par les maires. Non, on voudrait 100 000 signatures dessus. On voudrait qu'il y en ait 200 000 après-demain. C'est que ça soit une pétition de masse, pas un truc réservé, individuel. Que ça soit un des éléments pour arriver à faire cette liste européenne. C'est pas foutu, il ne faut jamais se résigner. L'idée c'est aussi de vous donner la parole, donc si vous souhaitez réagir, certains d'entre vous n'hésitez pas à vous manifester. Oui, moi je suis. Non mais répondre à l'interpellation fraternelle d'Henri, qui est juste, même si quand tu dis s'il n'y a pas d'unité à la base, il n'y aura pas d'unité au sommet. L'unité au sommet aide aussi l'unité à la base. Non voilà, non mais je veux dire, je sais que tu le sais, mais répétons-le que ça s'épuisera à la base si les directions ne se parlent pas. Il faut les deux. Bon, premièrement, vu qu'il y a quelques anciens, à vous de nous raconter quand même, alors il n'y a pas des gens qui ont vécu le Front Populaire, mais on est entre nous, l'union a toujours été un combat. D'accord ? En 72, l'affaire n'était pas simple. Et elle était rude et rugueuse. En 1972 à l'occasion du programme commun. Et dans les années 30, c'était encore plus dur. On se réclame tous du Front Populaire, moment magnifique, mais au premier tour de l'élection du Front Populaire, socialistes et communistes s'affrontent au premier tour. Et il n'y a pas de comités locaux à la base. Il y a juste les barres de fer qui ont été rangées parce que 3 ans auparavant, on se tapait dessus. Ça va un peu mieux. Et dans les années 70, la situation était quand même encore assez tendue. Et Gérard, qui lui n'était pas encore un dirigeant socialiste, mais était un dirigeant trotskiste, il y avait des rapports plus que rugueux avec le parti communiste qui était parti dominant. D'accord ? Rugueux, ça veut dire de se frapper.
Donc, on a connu tout ça. Et malgré toutes ces conditions difficiles, il y avait des choses qui avançaient. Donc, je ne veux pas non plus qu'on soit dans un rapport un peu naïf et un peu ignorant, où à la première difficulté, on dit oh, plus rien ne marche, on arrête. Non, non, il faut continuer, il faut être obstiné, parce que ça a toujours été compliqué. Deuxièmement, pour aller simple et sans faire langue de bois, je suis pour qu'il y ait, appelez ça une agora, un collectif, un lieu où se rencontrer, j'en sais rien, que les composantes de la NUPES élargies avec les dirigeants syndicaux, les syndicalistes, ce qu'on a fait pendant la présidentielle, se réunissent, que les gens se parlent et qu'il y ait un lieu d'articulation politique dans lequel on se parle et on essaie de se mettre d'accord sur une compréhension du moment et les tâches qui en découlent. Ça, voilà, à chaque direction politique, je ne dirige pas la France Insoumise, que le message soit clair, je fais partie de l'équipe de direction, je crois que tout le monde l'a compris. Et par ailleurs, même la France Insoumise, me semble-t-il, propose qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Bon, il faut le faire. Ça me semble nécessaire. Une fois qu'on a dit ça, moi, Henri a parlé de Paris, moi j'essaye dans ma circonscription, j'ai en face de moi l'ami Roland, j'ai essayé de faire une fête de la NUPES aussi, il faut qu'on continue à faire exister tout ça, c'est évident. Écoutez, moi je peux rien dire d'autre que le débat politique ait lieu au sein des organisations, que le débat ait lieu au sein du Parti Socialiste, les camarades à travers Pierre l'ont mené, me semble-t-il. Je pense que ce qui n'était pas une bonne nouvelle de notre point de vue, c'est que vous l'avez emporté au dernier congrès, mais à peu de choses. Donc vous êtes pris dans des discussions où on peut comprendre que vous voulez préserver l'unité du Parti Socialiste, parce que vous jugez ça précieux et que c'est pas simple, et sans doute que vos marges de manœuvre sont moins, comment dirais-je, moins larges que ce que c'est souhaitable. Au sein des Verts, la discussion doit avancer. Moi, je ne veux pas laisser au passage oublier qu'il y a un désaccord sur les élections européennes, mais Marine Tondelier a dit qu'elle était favorable à ce qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, il y ait un candidat commun. Je ne veux pas utiliser un vocabulaire guerrier, mais c'est une petite prise de guerre dans la discussion. Le fait qu'une dirigeante de LV dise « on est pour discuter de ça ». Et je ne voudrais pas que le fracas du débat sur les élections européennes efface le fait que nos camarades de LV en sont là. Même si moi je partage ce que dit Gérard, hein. Je pense que la politique c'est des dynamiques. L'histoire dont on ne va pas s'affronter, laisser tomber. Et Pierre pourrait le dire mieux, moi j'ai du respect, je le connais peu avec Raphaël Glucksmann, mais je vois le type de campagne qui va être menée si c'est Raphaël Glucksmann et qu'on est tous séparés. Et je vois le type d'argument qui va être utilisé. Ce seront des arguments rustiques et peu fraternels, qu'ils le veuillent ou non. Hein, vous avez tous compris. Je vous la fais simple, je suis mon mouvement l'ami de tous les dictateurs de la planète. Dès qu'il y a un salopard quelque part, je l'adore. Et bon, non mais ça c'est... Voilà. Ça fait mal à l'arrivée, ça fait mal les temps. Bon, donc il faut travailler. L'union est en combat, on le mène, et il me semble que si on s'est retrouvé aujourd'hui à ce stand autour de Gérard et de quelques-uns, c'est qu'ils ont, depuis quelques années, porté le combat. Voilà, il faut continuer ça. Mais on doit cultiver l'espoir. Si on n'y arrive pas là, on doit y arriver après. On ne lâche pas. C'est compliqué. Et effectivement, ce travail doit être mené avec abnégation, avec la lucidité que cela implique. Oui, Pierre, tu as été interpellé. Allez, je vais répondre, je vais essayer de répondre brièvement à l'interpellation. Bon, moi, une fois n'est pas coutume, je partage ce qu'a dit Alexis. En réalité, on va pas on se parle franchement, on est dans un dialogue franc et ouvert. Oui, l'union est un combat, et on le sait. Et par rapport à ce que tu dis, je vais faire un truc parce que je vais vous faire une petite anecdote. Les quelques-uns qui ont fait la NUPES, qui ont participé à cette constitution, ce qu'on a appelé la génération spontanée de la NUPES. On ne se connaissait pas, on a été enfermés dans des pièces jour et nuit ensemble, on s'est mis sur la gueule assez fort, et puis après on est sorti avec un truc qui a construit une dynamique. Et on avait conscience de ce qu'on était en train de produire et de qu'on se perd. Et pour pas trahir de secret, il y a quelques semaines, autour d'un verre avec Manuel Bompard, on se disait on a raté un truc. Un truc. C'est que dans la dynamique de la NUPES, on aurait dû tout de suite, mais on a été emporté par d'autres sujets, on aurait dû tout de suite construire ce mouvement de la NUPES. C'est ça qu'on a raté.
Si on se parle franchement, c'est ça qu'on a raté. Parce qu'en fait, on a construit le programme, on l'a construit vite, on a fait l'alliance électorale, on l'a fait vite, on n'avait pas la culture, y compris de discussion qu'on a maintenant, de fraternité, d'amitié politique qu'on a construite maintenant. Et on se le disait cet été avec Bompard, on a raté ce truc-là. Et moi, nécessairement, je suis socialiste, je suis profondément attaché à mon parti, j'y ai adhéré à l'âge de 15 ans, je sais pourquoi je suis socialiste, pourquoi je ne suis pas insoumis, j'ai des divergences qui existent. Mais je suis profondément convaincu que le sens de l'histoire, le sens de notre histoire politique, ce sera que demain, nous soyons capables de construire un mouvement politique, appelez-le comme vous voulez, qui dépasse les simples chapelles de nos partis et qui soit capable d'aller emmener un mouvement populaire beaucoup plus grand que la simple agrégation de nos forces politiques. Parce que le nombre de gens, moi, que je rencontre sur le terrain, parce qu'il y a les discours, il y a ce que les uns et les autres disent dans les appareils politiques, puis après il y a les gens, les vrais gens, qui disent mais moi j'ai jamais adhéré à un parti, jamais de ma vie. Mais si demain vous faites un truc de la NUPES, moi je viendrai. Parce que moi je sais pas si je suis socialiste, si je suis écolo, si je suis insoumis. Moi ce que je veux c'est l'union, ce que je veux c'est le rassemblement. Et il va falloir du temps pour le faire. Parce que le discours que je vous porte, il pourrait être facile et ça pourrait simplement être un truc de tribune pour me faire applaudir devant des militants pro-union. Et Alexis a raison, c'est dur, c'est compliqué, il faut aller casser dans nos appareils les registres qui sont des registres conservateurs qui nous freinent partout, qui sont des mécanismes de maintien des positions des uns et des autres. Et c'est que par le combat politique, que par le combat idéologique, que par la force du terrain aussi, et par la volonté et l'aspiration de dirigeants à la tête de ces organisations-là, qu'on y arrivera. Et donc pour répondre précisément à ce que tu dis, moi je vous le dis, je le dis à tous, soyez celles et ceux qui sur le terrain ne lâchent jamais rien, qui vont voir les élus socialistes, parce que je vais vous parler des élus socialistes, puisque tu parlais des exemples de Paris, et les élus socialistes qui vous disent maintenant, mais nous on ne fait pas les trucs de la NUPES, on est anti-NUPES ou je ne sais pas quoi. Eh bien mettez-les face à leurs contradictions, parce que quand vous discutez un à un avec eux, la réalité c'est qu'ils vous disent non mais nous on veut le rassemblement, on veut l'union de la gauche. Ben vous voulez l'union de la gauche, mais vous l'empêchez l'union de la gauche. C'est ce combat politique qu'il faut mener. Et je termine par un élément. Vous savez, au moment de la campagne présidentielle, quand on était tous empêtrés dans nos histoires, nos divisions, et alors que moi je ne considère même pas le truc, quand tu finis avec une candidate qui finit à moins de 2% des voix à l'élection présidentielle, vous imaginez le carnage et le naufrage pour le Parti Socialiste et pour ce que ça représente pour les militants, pour les cadres et pour notre histoire politique. Il y avait le petit truc de la primaire populaire. Et au départ, moi, quand je les avais reçus au mois de septembre, Olivier m'avait demandé de les recevoir et je leur avais dit, mais ça marchera jamais votre truc, ça peut pas prendre. Ben, la vérité, et Gérard l'a très bien dit dans sa conclusion, c'est que ce que j'ai appris de la période récente, de ces 2-3 dernières années, c'est que rien n'est jamais figé, qu'un instant politique, il peut bouger. Et quand en décembre, Anne Hidalgo sur le plateau TF1, elle dit ben, je suis prête à participer à une primaire populaire après avoir fait X revirement, puis après avoir refait un revirement. Ça veut dire que la pression populaire, ça existe. Que si le peuple de gauche, il veut secouer et il veut renverser la table, il peut le faire. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc pour finir. Aidez-nous à l'union. Ne soyez pas simplement les spectateurs. Poussez-nous dans les retranchements. Poussez ces dirigeants politiques qui se disent de gauche et qui refusent ce rassemblement. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on soulèvera cet espoir. Et c'est comme ça qu'on arrivera à emporter un grand mouvement populaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Construisons localement la NUPES, ne lâchons rien jusqu'au bout. Merci à tous les 6, et Cyrielle qui nous a quittés, et merci à vous tous pour vos interventions, et merci au public. À 17h, nous poursuivons avec un débat sur les quartiers populaires.